Bonsoir à tous. Bienvenue à cette table ronde sur le revenu universel dans le cadre de l'économie au rendez-vous de l'histoire de Blois. Je suis Laetitia Strauch-Bonnard, je suis rédactrice en chef au magazine Le Point, qui est partenaire de l'événement. Je vais vous présenter les participants de cette table ronde. Denis Clerc, à ma droite, économiste, fondateur d'Alternatives économiques. Anne Edoux, maîtresse de conférences en économie au CNAM, membre du Cercle des économistes atterrés. J'entends des rires. C'est vos fans qui sont là? Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'on dit membre des économistes atterrés. C'est pas un cercle, mais c'est pas grave. Ah, mais alors vous savez, j'ai trouvé ça sur Internet. Bon, alors voilà, c'est encore la faute d'Internet. J'aurais dû vérifier avec vous, pardon. Benoît Hamon. Vous êtes directeur général de Singa Global, j'espère que je ne fais pas d'erreur, donc qui est une association qui s'occupe de l'intégration des personnes immigrées. C'est bien ça? Je précise que vous ferez une dédicace à la fin de cette table ronde. Oui, vous n'êtes pas au courant. On m'a dit de le dire, c'est pas Internet cette fois-ci. Votre livre sur le revenu universel qui s'appelle « Ce qu'il faut de courage ». Vous serez là pour la dédicace quand même. Oui. Et Valérie Petit, députée du Nord. Voilà. Alors, je précise simplement que nous aurons à peu près 1 heure de débat, suivi de 30 minutes de questions-réponses avec vous, avec le public. Et c'est parti. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour écouter un débat sur le revenu universel, et les gens qui sont autour de moi sont des spécialistes, ou en tout cas ont beaucoup travaillé sur le sujet, qui les intéressent pour des raisons assez différentes. Nous allons débattre des vertus du revenu universel, mais aussi de ses possibles défauts. Nous allons nous demander aussi s'il est soutenable. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question à vous, au public. Un petit sondage à main levée. Je voudrais savoir qui est pour le revenu universel dans cette salle. Donc, je ne sais pas compter à main levée. Je pensais qu'il y en aurait moins ou plus. Mais... Non, mais ne baissez plus vos mains. Laissez-les. Bon, OK. Il y a un bon tiers de la salle qui est pour, je pense. Vous êtes d'accord? Une moitié? Presque la moitié. Non, parce que l'idée, c'est de voir si à la fin du débat, vous aurez la même position ou pas. Voilà. Et un livre offert de... Non, pas offert, pardon. Juste une dédicace. Alors... Si vous taquinez, je taquine. Alors, nous ne sommes pas n'importe où, nous sommes à Blois, et je le précise parce que le revenu universel n'est pas une idée nouvelle. En fait, c'est une idée qui a une longue histoire. On la date souvent en fait de l'utopie de Thomas More. Alors, Thomas More ne préconisait pas un revenu universel comme nous allons en débattre ce soir, mais il s'interrogeait en fait sur la possibilité de la collectivité de donner à tous ses membres un revenu de subsistance, de quoi vivre en fait. Et c'est quand même un petit peu ça la définition du revenu universel aujourd'hui. C'est une allocation de base pour couvrir des besoins élémentaires, peut-être même plus qu'élémentaires, et qui sont distribués à tous sans condition de ressources. Alors, on pourra peut-être discuter ensemble de cette définition. Ensuite, dans l'histoire, il y a beaucoup d'autres exemples. Je pense à Thomas Paine, l'Américain, qui en a parlé dans son livre sur la justice agraire, Bertrand Russell, mais aussi le comité Beveridge, qui a donné lieu à l'État-providence britannique après la guerre. De l'autre côté de l'Atlantique, Milton Friedman, donc un libéral qui défendait le revenu universel, lui, pour lutter contre la pauvreté. En France aussi, Michel Foucault, qui, lui, voyait dans le revenu universel un moyen de lutter contre un État bureaucratique et une vision du travail, en fait, qu'il estimait aliénante. Très récemment, et encore aujourd'hui, je pense au philosophe Philippe von Paris, qui est en fait, je pense, le plus grand spécialiste vivant du revenu universel, qui a écrit un livre très érudit sur le sujet, donc c'est un philosophe belge. Dans le monde des affaires, beaucoup de personnes défendent le revenu universel, notamment aux États-Unis. Donc Mark Zuckerberg, par exemple, que vous connaissez tous. Et puis en politique, alors on va plutôt parler de la France. Donc à mes côtés, j'ai Benoît Hamon qui l'a défendu lors de la campagne présidentielle en 2017. Valérie Petit, vous défendez également le revenu universel. En ce moment, parmi les candidats à l'élection, Yannick Jadot est aussi pour un revenu de subsistance, pour des raisons toujours différentes.
Et puis aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup d'expérimentations plutôt à l'échelle locale. Il y en a en Alaska, par exemple, il y en a en Inde, mais c'est souvent à une petite échelle, donc c'est pas toujours facile de tirer des conclusions définitives. Alors pour commencer cette discussion, après cette longue introduction, j'aimerais demander aux participants à cette table ronde ce qu'ils pensent du revenu universel et surtout pourquoi. Et alors, si vous pouviez le faire rapidement, voilà, pour une entrée en matière de la discussion. Donc, Anne et Dou, je vous laisse commencer. Alors, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, dire ce qu'on pense du revenu universel, je pense que ça suppose déjà de le définir, mais peut-être que vous allez poser la question tout à l'heure. Je dirais que déjà, c'est un sujet de crise, c'est-à-dire que c'est un sujet qui revient un peu comme un serpent de mer au moment des crises. Après la crise de 2008, il y a eu un peu de vogue autour du revenu universel. Preuve en était qu'on avait un candidat de gauche qui le soutenait au présidentiel et une candidate aux primaires de la droite, Nathalie Kosciusko-Morizet. Je pense aussi que ce sujet de crise, en ce moment en France, il avait un intérêt qui était de changer de discours sur finalement le soutien à apporter aux pauvres ou aux personnes qui en ont besoin. Il faut rappeler que juste avant les dernières présidentielles, on avait quand même des discours extrêmement violents sur la protection sociale pour les pauvres. Laurent Wauquiez qui parlait de cancer de l'assistanat. Marc-Philippe Daubresse, le député qui proposait un contrat de 7 heures obligatoire pour les allocataires du RSA, ou bien le conseil départemental du Haut-Rhin qui voulait mettre en place un travail bénévole obligatoire. Donc c'est vrai que le discours du revenu universel, ça a changé un petit peu par rapport à ces discours-là très violents à l'égard des pauvres. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière le revenu universel? Et là, voilà, il y a une très grande diversité de propositions. Je ne sais pas quel temps j'ai pour... Qu'est-ce que vous mettez, vous, par exemple? Alors, qu'est-ce que je mets, moi? Je mets à la fois des propositions, disons, très libérales, c'est-à-dire qui consistent à proposer un revenu à toutes et tous d'un petit montant, et qui serait finalement quelque chose qui permettrait de laisser faire les forces du marché, en se disant que de toute façon ce montant n'est pas tout à fait suffisant pour vivre, il pousse un peu tout le monde à aller travailler, et voilà, avec ce complément, eh bien, on est censé pouvoir vivre avec des petits jobs et des très bas salaires. Donc ça, disons, c'est une version il y a une filiation libérale qui va de Milton Friedman et son impôt négatif à la proposition de Marc de Basquiat et Gaspard Koenig en faveur du Liber, qui s'accompagne aussi d'un impôt proportionnel, donc d'un impôt qui ne corrige pas les inégalités. Donc ça, c'est la version, disons, libérale. Et puis, il y a des versions plus généreuses. Alors, il y a une tradition française qui peut être celle d'André Gorce. On peut retrouver aussi des gens comme Baptiste Milondo, où là, il s'agit de verser un revenu élevé à toutes et tous, mais finalement difficile à financer. Donc Baptiste Milondo, c'est pas quelque chose qu'il revendique beaucoup à l'oral, mais dans son livre, il envisage un impôt à 100% pour des revenus un peu plus élevés, parce que financer ce revenu universel, c'est quelque chose de très coûteux, avec là dans l'idée non plus de laisser faire les forces du marché, mais de faire en sorte que les gens puissent choisir de travailler ou non, et en tout cas de laisser tomber les sales boulots, et puis voilà, de faire en sorte que la société fonctionne aussi avec beaucoup d'activités bénévoles utiles à la société. Donc on a derrière ce revenu universel des niveaux de revenus qui sont très différents, des formes de financement qui sont très différentes, un traitement des inégalités qui est différent. Mais je dirais dans les deux cas, c'est des utopies, une utopie néolibérale et une autre... je ne sais pas comment dire, qu'on peut classer à gauche, et parfois qui entend aussi remettre en cause le système capitaliste. Le micro.
J'espère que vous m'entendez. Donc vous êtes plutôt mitigé. Voilà, vous parlez d'une utopie dans les deux cas. Vous êtes plutôt mitigé. Oui, mais parce que je vous demandais aussi de prendre rapidement position, donc vous êtes plutôt mitigé. On va peut-être voir après. Alors, je vais dire que c'est des utopies et que pour moi, elles sont soit pas progressistes dans la version libérale, c'est-à-dire qu'elles n'apportent rien aux personnes qui en ont besoin et qu'elles remettent en cause le système de protection sociale. Et puis, dans les versions à la Baptiste Milondo, ou même, mais d'une façon un peu différente, du Mouvement français pour un revenu de base, Jean-Éric Iafil, on arrive dans les propositions les plus généreuses à des montants pour les financer qui sont dans le même ordre de grandeur que toutes les dépenses de protection sociale. Et donc, il y a un risque de concurrence, même quand ce n'est pas l'intention. D'accord. Je vous remercie. Alors, je me tourne vers Valérie Petit pour savoir également comment vous le définissez. Si vous reprenez à votre compte, en fait, cette double définition, et puis comment vous vous positionnez par rapport au revenu universel que vous appelez de vos voeux. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être si nombreux à venir débattre avec nous sur un sujet de société, et pas juste un sujet de pauvreté, mais vraiment un sujet de société et aussi un grand sujet humaniste. Répondre simplement, pourquoi je défends le revenu universel ? Pour moi, c'est un combat très simple. Moi, j'ai toujours défini ma ligne politique comme rendre effectif l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Sauf que pour le rendre effectif, pour qu'on puisse être effectivement libre, il faut être émancipé de la pauvreté et de la subsistance. C'était la position de Thomas Paine, vous l'avez rappelé, c'est la position libérale. Être libéral, je le rappelle, ça n'est pas être néolibéral, ça n'est pas être capitaliste. Être libéral, c'est défendre les libertés. Et c'est ça qui, moi, a motivé mon engagement pour le revenu universel. C'est parce que c'est pour moi un outil d'émancipation d'une société de progrès démocratique qui permet de rendre les droits et les libertés effectifs. Donc ça, c'est l'origine de mon engagement. Après, moi, en tant que politique, donc je me suis engagée, moi, issue de la famille libérale, mais aussi avec la famille socialiste. On a uni nos forces l'année dernière pour faire voter à l'Assemblée une proposition visant à mettre le revenu universel au débat. Ça n'a pas encore été fait, mais je vous prends à témoin que je vais y mettre toutes mes forces, puisqu'à l'époque, on m'a dit « Valérie, c'est tellement énorme ce sujet, on va le garder au chaud pour la présidentielle. » Eh bien, devinez quoi ? C'est la présidentielle, donc on va le sortir, et puis on va en discuter, et on repart un petit peu au combat, et ça commence un petit peu ce soir. Pour moi, la lutte politique pour instaurer le revenu universel, j'ai dit pourquoi je m'engageais, c'est aussi une lutte contre des préjugés. On a beaucoup de préjugés sur le revenu universel. C'est pour les pauvres. Moi, je récuse ce terme de pauvre. Il y a des individus qui sont, à un moment donné, plus ou moins longtemps, dans des situations de pauvreté. Mais il n'y a pas de pauvres au sens ontologique ou psychologique du terme. Donc, vous n'entendrez jamais ce mot dans ma bouche. C'est, pour moi, lutter contre donc, des préjugés sur les pauvres, sur l'assistanat. On va sans doute en discuter. Moi, je crois à l'individu, je crois à sa capacité à entreprendre sa vie. Je crois que le rôle de notre État ou de notre République, c'est de lui donner les moyens de le faire librement. Le revenu universel, c'est aussi, à mon sens, pas une utopie, c'est juste une idée que l'on pourrait mettre en œuvre avec, si on avait un peu de courage politique et de créativité en matière de refonte, en effet, de notre système socio-fiscal. Donc, c'est un combat contre les préjugés sur les pauvres, contre aussi tout ce que j'ai pu entendre. Moi, évidemment, je vais essayer de vous démontrer ce soir, et après j'arrêterai là, que le revenu universel que je défends, il est libéral dans un sens positif. Libéral n'est pas un gros mot. Liberté, c'est un beau mot. Il est généreux, il n'est pas coûteux, et il n'est pas une utopie. Et il est profondément humaniste et progressiste. Voilà. Merci beaucoup. Benoît Hamon, je vous passe la parole. Avec la même question. Bon, je ne sais plus ce que c'est la question, mais je crois avoir compris le thème du débat. Donc, c'est définition, point de vue. Ouais, il faut effectivement qu'on s'entende sur le sujet dont on va parler ce soir, parce qu'il a beaucoup de faux amis, le revenu universel, tel que je crois on veut le débattre ce soir. Le revenu dont on parle ce soir, c'est un revenu universel, tout le monde le perçoit,
inconditionnel, sans contrepartie, individuel, qui ne dépend pas de la situation familiale qui est la vôtre, et tout au long de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Et c'est donc le principe selon lequel chaque individu qui naît se voit attribuer un revenu qui correspond aux moyens, aux ressources qu'une société juge indispensables d'attribuer à chaque individu pour qu'il puisse vivre correctement, s'épanouir, apprendre, bref, être l'égal de tous les autres. On peut y apporter un raisonnement supplémentaire, d'ailleurs, qui était celui de Thomas Paine, c'est de considérer que quand on est inégaux à raison de l'héritage que nous laissent parfois nos parents ou de l'absence d'héritage, mais qu'on devrait justement compenser cette inégalité de départ liée à notre naissance par le principe d'un revenu universel, au nom du fait qu'en réalité, nous naissons tous riches du travail, du génie, des innovations, des créations de richesses de tous ceux qui nous ont précédés. Et que ce génie collectif, il correspond à une part, on dirait aujourd'hui, du PIB ou de la richesse d'une nation, et qu'il est légitime de diviser ou de séparer en fractions égales cette richesse-là pour en attribuer une part à chaque individu qui naît. En réalité, le revenu universel est une forme de prédistribution de la richesse. On n'attend pas de savoir ce que les uns et les autres feront et quelle sera leur contribution économique. On prédistribue la richesse dès la naissance jusqu'à la mort. Bon, moi, c'est en tout cas dans ce débat-là que je me suis inscrit, et dans cette logique-là. Mais ce qui est très intéressant, puisqu'on est dans un moment de réflexion à Blois sur le travail, c'est aussi de s'entendre sur le travail dont on parle. Parce que, à côté du revenu universel, immédiatement, le travail est convoqué au débat. Est-ce que c'est la fin du travail ? Moi, je ne crois pas du tout que ce soit la fin du travail. Il n'y aurait même plus d'emploi, il y aurait toujours du travail. Et il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans le débat sur le travail. La première confusion, si je peux me permettre, elle est d'abord de s'entendre sur de quoi on parle quand on parle du travail. Est-ce qu'on parle de l'emploi ? Est-ce qu'on parle d'une manière de transformer le réel ? Est-ce qu'on parle d'une contribution à la création de richesses ? Est-ce qu'on parle d'une manière de se placer au milieu de tous les autres ? Est-ce qu'on parle d'une manière de s'épanouir ? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et je note, moi, qu'il y a en tout cas deux confusions aujourd'hui qui sont faites dans le débat public, ou en tout cas deux confusions qui sont entretenues. La première, elle veut, ou en tout cas qu'on l'entend souvent poser, que le revenu universel, parce qu'il viendrait compléter un revenu lié au travail, parce qu'il viendrait compléter un revenu lié à une retraite, que sais-je encore, serait une incitation à ne pas travailler. Et on nous explique qu'en réalité, le travail épanouit, qu'on se réalise par le travail, qu'on est utile socialement par le travail. Toute chose vraie, en tout cas pour la plupart de ceux qui posent les termes du débat sur le travail. Parce que ceux qui posent les termes du débat sur le travail sont en général des gens qui s'épanouissent par le travail. Le travail comme œuvre comme un ouvrier, mais pas le travail comme labeur, c'est-à-dire le travail qui peut parfois aliéner, le travail qui peut être une souffrance, le travail qui peut être difficile. C'est la première confusion que moi j'observe et qu'il faut un peu dénouer au moment où on parle du travail. De qui parle et quelle signification donne-t-on au travail ? Puis la deuxième confusion, c'est qu'on... Et là, on réduit souvent le travail à l'emploi. Si je vous pose la question « Avez-vous un travail ?», en réalité, vous allez la plupart du temps me répondre « Avez-vous un emploi ?» Mais en réalité, même si vous n'avez pas d'emploi, est-ce que votre vie est une vie sans travail ? Est-ce que votre vie est une vie sans œuvre ? Est-ce que votre vie est une vie sans contribution à la création de liens sociaux ? Non. En réalité, vous travaillez, que vous ayez un emploi ou pas. Et donc, moi, la première chose que je veux dire dans ce débat-là, c'est que je récuse le fait que le débat sur le revenu universel soit un débat sur la fin du travail. Il n'y aura jamais de fin du travail. Et tout le monde pourra avoir un revenu universel et ne pas avoir d'emploi, ça ne voudrait pas dire pour autant que le travail se serait arrêté. Après, nous pouvons discuter, c'est sans doute un des sujets de nos débats, est-ce que nous entrons dans une période où, certains appellent ça l'ère de la substitution logicielle, où finalement la part des emplois ou du travail réalisé en emploi, qui était lié à l'intelligence humaine ou à des bras humains et qui sera désormais faite par la machine, nous amène à devoir repenser, au regard de ces mutations du travail, la question de l'emploi,
de la place de l'emploi et de la façon dont chacun tire une rémunération décente pour pouvoir vivre. Je pense que ce débat-là est ouvert. Mais une fois que j'ai dit ça, je pense aussi que d'un secteur à un autre, les réalités sont très différentes et que ce n'est pas parce que l'intelligence artificielle va monter en puissance qu'elle va remplacer, évidemment, tous les emplois et tout le travail des hommes. Mais que ce débat-là, maintenant ça fait 5 ans que la dernière élection présidentielle est passée, je n'ai pas le sentiment qu'on ait beaucoup avancé sur ces questions-là, en fait, en 5 ans. Qu'on n'ait pas du tout pris la mesure de ce qu'était ce processus de substitution logicielle et la façon dont on allait anticiper ces phénomènes-là. Mais ce que je pense, c'est que, par contre, et je m'en réjouis, en 5 ans, et votre assistance le prouve, le débat sur le revenu universel a changé de nature, il a mûri, des parlementaires l'ont porté au sein de l'hémicycle, je me réjouis que Valérie Petit ait déposé cette proposition de loi, des intellectuels, des responsables politiques, des syndicalistes s'y sont intéressés, des citoyens par milliers, et ils cheminent. Et donc, nous sommes dans ce moment où, vous savez, on dit que l'utopie, elle s'éloigne d'autant pas qu'on le réalise, mais en tout cas, on a marché. Et je crois qu'on progresse vers le moment où, je l'espère, nous pourrons envisager sérieusement de mettre en œuvre un jour le revenu universel dans ce pays. Merci beaucoup. Alors, Denis Clerc, je vous passe la parole et je vais même vous rajouter une question. En fait, en vous entendant, on peut se demander s'il ne suffirait pas de remplacer le système de protection sociale existante par le revenu universel. Et puis voilà, finalement, on a déjà le revenu universel. Il faudrait juste rassembler toutes les aides en une, et ce serait fait. Je crois qu'il faut rendre au revenu universel un petit hommage, mais hommage quand même, parce qu'il a des qualités, et en particulier celle, Valérie Petit l'a souligné, de mettre tout le monde sur le même pied vis-à-vis de l'octroi de cette prestation ou de ce revenu. Tout le monde le touche, donc la notion d'assistanat disparaît. En outre, c'est un socle qui, un peu comme un gilet de sauvetage, permet de pouvoir ne pas désespérer quand les accidents de la vie se produisent et vous rendent la vie beaucoup plus difficile lorsqu'il n'y a plus d'argent pour vivre. Bon, enfin, dernière chose, avantage, c'est que quand on regarde par exemple le cas du RSA, mais c'est vrai pour les APL et pour un certain nombre de prestations sociales qu'il faut demander, eh bien, on s'aperçoit qu'une fraction non négligeable, de l'ordre de 1/3 des bénéficiaires potentiels ne le demandent pas, pour des tas de raisons, dans lesquelles je ne vais pas rentrer, ce serait trop long. Mais ça disparaîtrait, puisque ce serait automatique. Mais ces 3 avantages-là, ces 3 points extrêmement positifs, ne doivent pas cacher que ça se paye dans tous les sens du terme. D'abord financièrement et ensuite selon le type de société qui se construit. Alors d'abord financièrement, j'aimerais quand même vous dire que supposons la proposition de Marc de Basquiat est sans doute celle qui est allée le plus loin dans le chiffrage, donc je m'appuie un peu sur elle. Mais Marc de Basquiat et Gérard Koenig ont donc imaginé quelque chose de 500 € à tout le monde, mais à tout le monde au sens uniquement les adultes. Ça veut dire que pour les personnes qui sont aujourd'hui, qui ne vivent que du RSA en couple, eh bien, au lieu de toucher le RSA pour un couple, c'est de l'ordre de 700 €, à peu près 720 €. Là, il toucherait 2 fois 500, donc 1 000 €. Il y aurait une amélioration, mais ça resterait en dessous du seuil de pauvreté qui, en France, est de l'ordre de 1 150 €, non pas par personne, mais par unité de consommation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, ce n'est pas le lieu ici. Bon, donc, supposons que 500 € soient versés à tous les adultes. Je mets de côté, comme le fait d'ailleurs Marc de Basquiat, toutes les prestations sociales, y compris les allocations familiales. Bon, dans ce cas, ça représente, allez, grosso modo, 50 millions de personnes, multipliées par 500 € par mois, multipliées par 12. Résultat, 300 milliards. 300 milliards, on manie les milliards très souvent exactement comme les millions, mais 300 milliards, c'est 300 000 millions. Et si on prend la proposition que Benoît
Benoît Hamon avait présenté lors des précédentes présidentielles, c'était 750 €. On y rajoute donc 150 milliards de plus. Je rappelle que le total de la TVA et de l'impôt sur le revenu en France, c'est 300 milliards. Et donc, un revenu universel à 500 €, ça représenterait à peu près l'équivalent de ce qu'on prélève en TVA et en impôt sur le revenu. Donc, il y a un problème majeur, et tout à l'heure, Anne l'a très bien souligné, c'est une utopie. Se dire qu'on va pouvoir faire un revenu universel avec des sommes de cette ampleur, c'est une utopie. Alors, je corrige une chose, c'est vrai que tout le monde ayant 500 € de plus, à partir du moment où ces 500 € dépasseraient un seuil, mettons 1100 € ou 1200 €, il serait le montant des impôts sur le revenu augmenterait, mais certainement pas de 300 milliards. Et donc, on serait amené, et c'est peut-être ce que voulait dire Valérie Petit tout à l'heure, à supprimer un certain nombre de prestations sociales, à commencer par les aides sociales, évidemment le RSA. Mais ça ne changerait rien pour les gens qui sont au RSA, puisque le RSA, hors forfait logement, une fois le forfait logement enlevé, c'est de l'ordre de 520 €. Donc, on remplacerait 520 € d'allocation d'aide sociale par un revenu universel. Les pauvres n'y verraient que goutte. C'est quelque chose qui n'est pas destiné à lutter contre la pauvreté. Ou alors, si on veut lutter contre la pauvreté, il faut des niveaux beaucoup plus élevés que 500 € par adulte. Il faut des niveaux de 750, voire davantage, et qui ne sont pas finançables. Voilà, ça c'est la première chose que je voudrais souligner. Et puis la deuxième chose que je vais souligner, alors c'est, Benoît Hamon l'a amorcé, c'est le fait que la dignité ne s'achète pas, ne se conquiert pas simplement par la monnaie. Elle se conquiert aussi par ce que l'on en fait. Moi, j'ai travaillé une partie de ma vie dans un organisme, le Cercle, le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, présidé par Jacques Delors, et j'étais un peu le conseiller pauvreté de ce cercle. Eh bien, toutes les fois qu'on interrogeait des personnes en situation de pauvreté, vivant sous le seuil de pauvreté de l'INSEE, eh bien, ils nous disaient « on cherche d'abord du travail ». Un emploi, c'est une façon d'être reconnu dans la société. C'est quelque chose qui est bien plus qu'un revenu. C'est quelque chose qui permet de se positionner dans la société. Je suis utile. J'ai quelque chose qui est utile à la société. C'est mon travail qui se traduit par mon emploi. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais citer de Angus Deaton, qui est un prix Nobel entre guillemets, parce que ça n'existe pas, le prix Nobel d'économie. C'est le prix de la Banque de Suède qui est décerné au titre des prix, en même temps que les prix Nobel, mais ce n'est pas un prix Nobel, peu importe. Angus Deaton, un économiste britannique, dit « Le travail donne à la vie une structure et un sens. Il offre un statut, ce qui n'est pas la même chose que l'argent. » Et Emmanuel Mounier, donc le philosophe auquel je suis extrêmement attaché, mais qui est mort en 1950, écrivait « Tout travail à faire un homme en même temps qu'une chose ». Et c'est cette volonté de travailler, d'être utile, qui motive principalement les gens qui sont en situation de pauvreté. Bon, voilà, les deux questions, les deux points, sur lesquels je bute à propos du revenu universel, c'est ça, et à mon avis, il faut continuer à en discuter, mais tant que nous n'aurons pas une expérimentation réelle, pas celle de Finlande, pas celle de Compton aux États-Unis, pas celle de l'Inde ou de l'Afrique du Sud qui ont été mentionnées, mais des vraies expérimentations, on verra
si les avantages l'emportent sur les inconvénients, mais je suis persuadé que les inconvénients font que le revenu universel ne sera pas finançable, en tout cas pas accepté d'être financé par l'ensemble de la population, notamment les populations les plus riches. En fait, si je devais résumer ce que vous avez dit, c'est que soit le revenu universel est trop bas, donc il ne sert à rien, soit il est trop élevé, et du coup, il n'est pas soutenable socialement. Et alors, puisque vous avez cité Valérie Petit, je voulais juste très brièvement vous demander de répondre à ces objections assez rapidement. Est-ce que aussi vous préconisez un revenu en fait assez faible? Est-ce qu'il faut remplacer des allocations? Et puis, est-ce qu'il faut le donner à tout le monde? Est-ce qu'il doit être vraiment universel, même aux riches? Alors, plusieurs choses. D'abord, je ne pense pas qu'il ne faille rien faire parce qu'on pense que c'est compliqué ou que ça n'a jamais été fait. Ce n'est pas trop mon tempérament. Et je pense que quand on a créé la sécurité sociale en 1945, il y avait un esprit d'audace et à nouveau d'universalité et d'universalisation des droits. Et on a fait ce pas quantique et je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le refaire alors qu'on vit une des plus grandes crises que notre pays n'ait jamais connue. Donc moi, je suis assez optimiste dans la capacité à se projeter dans l'avenir, même si on n'a pas fait toutes les expérimentations nécessaires. C'est ça aussi la beauté de la politique. Et je le dis d'autant plus que je suis une ancienne scientifique qui a fait 15 ans d'expérimentation. À un moment donné, il faut arrêter et il faut se lancer. Pour répondre, je vais quand même réexpliquer de quoi on parle, le mécanisme, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas. Juste pour expliquer, il y a un an, moi je fais le constat suivant, qui est que notre système de protection sociale est une couverture pleine de trous. La crise du Covid s'abat sur le pays. Et qu'est-ce qui se passe? Nous qui sommes si fiers de notre modèle social, on s'aperçoit que plein de Français se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Ça vaut pour les jeunes de moins de 25 ans qui, comme vous le savez, n'ont pas des droits sociaux complets, notamment au RSA. Ça vaut pour les indépendants. Ça vaut pour plein de Français qui, parce que leur revenu est tombé à zéro, vont soit se retrouver sans rien, soit vont devoir attendre très longtemps que la machine bureaucratique produise enfin des aides qui arriveront, mais déjà beaucoup de temps se sera passé. Donc moi, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a trop de gens dans le pays qui ne sont pas couverts, qui n'ont pas de filet de sécurité en cas de choc. C'est la réalité. Et la deuxième, c'est le poids d'une bureaucratie. Et moi, je propose, en effet, à partir des travaux de Marc de Basquiat, ce que j'ai appelé un socle citoyen, pour lutter à la fois contre le risque de pauvreté, et la pauvreté elle-même, mais aussi contre cette bureaucratie, on l'a dit, qui nous prive de droits. Ça, on le voit sur le non-recours sur le RSA, mais d'une façon générale, aujourd'hui, pour moi, la bureaucratie, elle produit, y compris c'est elle, moi j'entends beaucoup parler d'assistanat, et pour moi, c'est la bureaucratie qui nous fait devenir, quand on cherche un emploi ou qu'on demande une prestation sociale, des managers de la bureaucratie. On y passe tout notre temps, on y met toute notre énergie, et cette énergie-là, on ne la met pas pour être actif, pour se construire, pour se projeter, pour chercher un emploi ou pour faire quelque chose pour la société. Et je reviendrai sur cette distinction entre les deux. Donc je propose le socle citoyen. C'est quoi le socle citoyen? C'est en effet cette idée de faire trois choses. C'est ça que proposait ma proposition. 1, réforme de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'on instaure l'impôt sur le revenu universel et individuel. Chaque individu, premier euro gagné, paie l'impôt, c'est ce qui crée la solidarité entre nous. Deuxième chose, via la feuille d'impôt, je verse automatiquement, c'est les principes du revenu universel qu'a rappelé Benoît Hamon, à tout le monde dès 18 ans, de façon inconditionnelle et automatique, un socle citoyen qui, de mon point de vue, doit être au moins égal au RSA actuel, mais je propose qu'on en débatte. Évidemment qu'on aimerait que ce soit plus élevé, mais à minima, personne ne doit y perdre. Et troisième chose, je crée un service public dit de l'activité, c'est-à-dire que moi, je fais une distinction très forte entre la lutte contre la pauvreté pour la dignité, c'est le rôle du revenu universel, et le soutien à ce que chacun puisse trouver sa place dans la société, dans un emploi, marchand, non marchand, mais soit un citoyen actif. C'est pourquoi je plaide pour un accompagnement renforcé de tous vers l'activité, avec une acception très large de l'activité, parce que je crois, comme mon collègue, que nous allons non plus vers une société du travail, mais vers une société de l'activité au sens large, et qu'il faut le prendre en compte. Donc voilà la réforme que moi je proposais, qui consiste évidemment pas à supprimer des aides, mais à les fusionner, puisque vous le voyez, à la fin, avec mon socle citoyen, vous avez une feuille d'impôt avec l'impôt que vous devez, donc vous avez un taux d'impôt qui s'applique à vos revenus, plus un crédit d'impôt qui est le socle citoyen,
plus le versement de toutes les aides, on va dire, dites de fragilité, et les aides au logement. Ça fait 4 lignes au lieu de dizaines et de dizaines d'aides conditionnées, complexes, bureaucratiques, qui en réalité produisent des inégalités, notamment dans l'accès aux droits sociaux. Donc voilà ce que je propose. Ça n'est pas moins généreux que le système actuel. Ça propose dans un premier temps un choc de simplification et d'universalisation. Plus un Français sans rien. Voilà, j'ai réexpliqué très... ensuite, juste 2 remarques. Ça ne coûte pas 300 milliards. Nous, les simulations qu'on a fait avec Marc de Basquiat sont à périmètre budgétaire constant parce qu'on étend l'assiette de l'impôt sur le revenu, parce qu'on fait une réforme structurelle, vous l'avez bien compris, de simplification massive. Et oui, ça coûte de l'argent. On met déjà 400 milliards dans les dépenses sociales. Oui, ça a un coût. Et moi, c'est pour ça que j'ai proposé un débat, parce que je pense que c'est un débat démocratique qui doit résoudre 2 questions. 1, quel est le montant ? On doit se mettre d'accord sur, pour nous, en France, c'est quoi le montant qui fait le revenu universel ? Et 2, comment on le finance ? Quel effort fiscal ? Parce que vous l'avez compris, moi, je passe par l'impôt. On est prêt à consentir collectivement pour le financer. Et ça, c'est de ça que je voulais débattre et ce pourquoi je me bats. Ensuite, je parlais peut-être trop longtemps. Je vais m'arrêter là. Très bien. Alors, je voulais qu'on passe à un sujet... qu'on aborde peu en fait quand on discute du revenu universel, c'est l'effet différencié que cela peut avoir sur différentes catégories de personnes. Et je voulais me tourner vers vous, Anne et Dou, pour parler des femmes. Parce qu'en fait, il y a une hypothèse qui serait que le revenu universel n'est pas le même effet sur le travail des femmes et celui des hommes. Je sais que vous avez travaillé sur le sujet et je sais que ça fait partie aussi des réserves que vous avez justement vis-à-vis du revenu universel. Donc, est-ce qu'on pourrait vous entendre sur cette question ? Alors d'abord, peut-être juste pour rebondir sur ce que Valérie Petit vient de dire, mais je vais parler des femmes justement. En fait, quand on regarde les propositions de Marc de Basquiat, c'est celle que je connais, où effectivement, il propose de verser à tout le monde un petit montant qui ne dépende plus de la situation familiale. En fait, sa proposition, elle fait des perdants, et en l'occurrence des perdantes que sont les familles monoparentales. Bien sûr. Alors, pourquoi ? Parce que le RSA, c'est pas... En fait, quand on parle du RSA, on donne toujours le montant pour une personne seule, autour de 550, 560 euros si on compte le forfait logement. Mais le problème, c'est que le RSA, il est calculé en fonction de la composition et des ressources des familles. Et donc, une mère de famille monoparentale ou bien des parents de familles nombreuses, ils ont un RSA qui n'est pas à 560 euros, heureusement, mais qui est majoré pour que la famille puisse vivre. Et effectivement, dans la simulation de Marc de Basquiat, en fait, il y a 2 catégories de perdants. Il y a les personnes âgées et les familles monoparentales, qui sont pourtant déjà des familles extrêmement exposées à la pauvreté, puisque 1/3 des familles monoparentales sont pauvres, et en plus, ces familles sont de plus en plus nombreuses. Donc voilà, ça c'est un premier point. Maintenant, la question du revenu universel abordée dans une perspective de genre. Alors, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a eu quelques travaux féministes, soit pour défendre, soit pour critiquer le revenu universel. Je pense par exemple à un article d'Ingrid Robben qui disait finalement, il y a des féministes qui pensent que le revenu universel, ça va permettre de rémunérer le travail non rémunéré des femmes, le travail domestique, le travail qui est fait à la maison, et ça va d'une certaine façon rendre justice à ce travail. Il y en a d'autres qui, au contraire, pensent que le revenu universel, ça va permettre à chacun et chacune de travailler moins et de mieux partager les tâches parentales. Et puis d'autres, enfin, qui craignent que le revenu universel revienne à finalement signifier pour les femmes un retour au foyer. Alors, c'est un article de 2001 et la même année, avec Rachel Silvera, on écrivait un article qui était publié d'ailleurs dans Alter Echo. Enfin, je sais plus où il a été publié. Il a été repris, des petits bouts ont été repris, je ne sais plus. Non, bref. C'est la revue L'économie politique publiée par Peut-être. Alternatives économiques. Voilà.
C'est ça. Donc, c'était notre article, c'était du revenu universel au salaire maternel. Il n'y a qu'un pas, hein, parce que effectivement, on avait regardé les propositions de l'époque sur le revenu universel. Hein, il y en avait bien sûr dans les années 90, ça date même de bien avant. Et on avait pas mal de choses étranges, hein, des auteurs qui proposaient un revenu universel qui soit destiné aux familles. Ça, c'était par exemple Alain Caillé, où il disait on va donner une portion au chef de famille, la moitié au conjoint et puis le quart à chaque enfant. Donc voilà, c'était un peu singulier. Il y avait aussi des propositions qui disaient finalement le revenu universel, ça va permettre aux femmes qui veulent s'occuper de leurs enfants de rester à la maison et ça va libérer des emplois pour les jeunes. Hein. Donc voilà, on avait toutes ces choses-là. Alors des choses qu'on entend moins aujourd'hui, mais finalement aujourd'hui, il y a quand même une certaine forme dans les propositions de revenus universels d'aveuglement à ces questions du genre. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en considération le fait que finalement, distribuer un revenu, ça peut avoir des effets différenciés pour les unes et les autres. Il peut y avoir aussi de la part des politiques qui proposent le revenu universel des attentes différenciées vis-à-vis des femmes et des hommes. Et voilà, ça c'est un point aveugle du revenu universel, hein, c'est que finalement, compte tenu des inégalités entre les femmes et les hommes, ça n'est pas neutre. Et en même temps, alors, j'espère ne pas prendre trop de temps, mais je dirais quand on regarde l'histoire de notre système de protection sociale en France, c'est d'actualité. Hein. On a encore une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui va réduire les droits à indemnisation des précaires. Alors, on n'a pas beaucoup d'estimation des impacts sur les femmes et les hommes dans les évolutions de long terme du système d'assurance chômage. Par contre, il y en a eu en Allemagne après les lois Hartz. Et en fait, ces évaluations, elles montrent que plus on tranche dans le système d'assurance chômage, et plus on arrive finalement, quand on exclut de l'assurance chômage des personnes, à renvoyer les femmes vers la solidarité familiale plutôt que vers les minima sociaux. Alors, je m'explique. La différence entre l'assurance chômage et les minima sociaux, c'est que l'assurance chômage, c'est des droits individuels. Donc, on acquiert alors en ayant cotisé, maintenant c'est moins le cas, mais qu'on acquiert par le fait qu'on a travaillé. Hein, et donc, c'est des droits individuels qui fait que l'indemnisation du chômage ne dépend pas de si on est en couple, de combien gagne le conjoint. Par contre, quand on perd son droit à l'assurance chômage et qu'on est renvoyé vers les minima sociaux, eh bien, si on est en couple avec un conjoint qui a un bon revenu, on n'accède pas aux minima sociaux, on est renvoyé vers la solidarité du conjoint. Ça peut arriver à des hommes, mais en fait, en France, et dans beaucoup de pays d'ailleurs, les femmes en couple gagnent généralement moins que leur conjoint. 3 femmes en couple sur 4 gagnent moins que leur conjoint. Et donc, c'est beaucoup plus souvent elles qui font les frais de ces restrictions des droits à l'assurance chômage, de ces droits personnels, et qui font qu'elles vont être envoyées vers la solidarité du conjoint plutôt que vers les minima sociaux. Et donc, de ce point de vue-là, les propositions de revenus universels qui vont vers des droits plus personnels, c'est intéressant, puisque pour les personnes qui sont privées d'emploi, plutôt que d'être envoyées vers la solidarité familiale, ça donne des droits. Maintenant, voilà, il n'empêche que donner à tout le monde, riche ou pauvre, moi, je suis pas là, je prends pas position d'un point de vue philosophique, hein, parce que d'un point de vue philosophique, bien sûr, j'adhère au revenu universel. Maintenant, d'un point de vue économique, on a des problèmes de financement qui font que si on a un revenu universel relativement généreux, il va falloir renoncer à des services publics. C'était d'ailleurs bien le projet de Milton Friedman qui disait, avec l'impôt négatif, on donne aux gens ce dont ils ont le plus besoin, du cash, de l'argent, qui va leur permettre d'acheter des services sur un marché. Or, ce qu'on sait, je m'arrête là après, les travaux de l'INSEE le montrent, c'est que les services publics
contribue énormément à réduire les inégalités, à réduire la pauvreté. Et donc, voilà, il faut réfléchir à 2 fois avant de renvoyer les gens à leur porte-monnaie pour s'acheter des services, parce que ça risque voilà, d'appauvrir, de creuser les inégalités. Enfin, voilà. Je vous remercie. Alors, je crois que Benoît Hamon et les services publics sont très importants pour les femmes. Pardon, je vous ai coupé. Je crois que Benoît Hamon voulait vous répondre. Oui, alors, bon, je veux répondre à plein de gens, là, en fait. Mais je vais essayer de concentrer mon propos sur quelques-uns des arguments qui ont été donnés. Je vais vous demander à mon tour un petit effort à la salle en prenant une seconde pour réfléchir au vote que je vais vous demander de faire. Et je serais intéressé d'avoir votre avis. Je vais vous demander, pour chacun d'entre vous, si vous aviez eu un revenu universel de 750 € par mois. Je prends la proposition que j'avais mise en débat et que je mets en débat dans mon livre et sur laquelle je reviens. 750 € par mois. Qui d'entre vous, dans le passé, en se souvenant de sa vie au travail, aurait choisi, non pas de quitter son emploi, parce qu'on peut, justement, le revenu universel peut être un encouragement à essayer de quitter son emploi et en changer, à réduire son temps de travail, mais lequel d'entre vous, ou laquelle d'entre vous, aurait décidé tout simplement de ne plus du tout occuper un emploi en considérant que finalement, ces 750 €, vous alliez pouvoir faire autre chose avec et donc plus d'emploi. Bon, une personne, c'est intéressant. Non, mais il y a toujours une, j'étais un peu inquiet parce que, bon, ça c'est pourquoi je la pose comme telle, la question? On dira, bah oui, mais monsieur Hamon, vous rigolez, 750 € par mois, ça suffit pas. Bon. Tous ceux qui sont contre le revenu universel vous disent déjà, pour commencer, que c'est une incitation à revenir à la maison. Non, mais tous ceux qui sont contre. J'ai dit pour? Non, contre. Beaucoup de ceux qui sont contre vous disent, en tout cas, beaucoup de ceux qui... Je ne dis pas Denis et Anne, ils n'ont pas utilisé cet argument-là, mais souvent, c'est un argument qu'on entend. Cela étant dit, je pointe le fait que l'argument sur... Le fait que le revenu universel serait un moyen de tendre vers le salaire maternel et d'inviter les femmes à revenir à la maison, comme si c'était le lieu où elles s'épanouiraient quand les hommes s'épanouiraient dans l'emploi, il relève aussi de la même logique selon laquelle les femmes abandonneraient leur emploi délibérément pour revenir à la maison. J'insiste sur une chose, et qui, moi, me frappe dans le fait que l'impensé de votre raisonnement est le suivant. Quelle est la population qui est la plus surreprésentée dans les emplois peu ou pas qualifiés? Les femmes. Quelle est la population qui est la plus surreprésentée, d'ailleurs, en dépit de son diplôme dans ces emplois-là, et la plus mal payée? Les femmes. Que change le revenu universel? Et c'est là, selon moi, et c'est pour ça que, pardon de vous le dire, Denis et Anne, on ne peut pas résumer la question du revenu universel à une affaire économique. Ça redonne du pouvoir de négociation. Que se passe-t-il dans une maison de retraite où 90% du personnel est du personnel féminin mal payé? Dès lors que j'ai un revenu universel, le rapport de force avec mon employeur change radicalement. Pourquoi? Parce que cette maison de retraite ne peut pas fonctionner sans son personnel. Mais qu'à partir du moment où il y a un chômage important, je peux continuer à mal payer celles et ceux, plus rares, qui travaillent dans cette maison de retraite parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de prendre ce travail pour subsister. Ce que change le revenu universel, c'est qu'il rend les revenus nécessaires à la vie et à la subsistance plus seulement dépendant de l'emploi qu'on occupe, mais de l'emploi plus le revenu universel. Et ce que change, c'est ça que je veux dire, c'est là où le revenu universel a une dimension démocratique et politique. Moi, je pense que c'est le moyen par lequel on démocratise la sphère économique. On reprend le travail là où les républicains l'avaient laissé, aux portes de l'atelier, comme disait Jaurès en 1883, regrettant à l'époque que justement la citoyenneté s'arrête aux portes de l'usine, de l'entreprise, du lieu où on travaille. Pourquoi? Parce que si le travail fait l'homme, vous avez ce qu'a dit Denis Clerc, vous avez raison, le travail est aussi le lieu où, en contrepartie d'un salaire, on accepte un lien de subordination et souvent l'obéissance. Et l'obéissance qui peut conduire non pas à fabriquer la chose, mais comme disait Gunther Anders, le philosophe allemand, à ce que l'homme se chosifie lui-même, qu'il se réifie dans la sphère du travail. Et ce que, à mon sens, c'est pour ça que moi je me suis engagé pour le revenu universel, j'y vois une portée démocratique, humaniste, politique, économique aussi.
mais notamment pour les femmes. Et parce qu'elles sont aujourd'hui surreprésentées dans ces emplois mal payés, le moyen de disposer d'un pouvoir de négocier avec leur employeur qu'elles et ils, parce qu'ils sont aussi des hommes à être mal payés, n'ont jamais eu réellement. J'ajoute que toutes les études montrent que la répartition capital-travail, de plus en plus défavorable d'ailleurs au travail, elle est évidemment liée à la globalisation financière, tout ce qu'on veut, mais elle est aussi liée à une perte de pouvoir des salariés dans l'entreprise et dans l'ordre économique. Et que le revenu universel est un moyen de rééquiper en pouvoir les individus. Alors c'est un vrai débat avec les syndicats, parce qu'on rééquipe, finalement on réarme les individus avant de réarmer des collectifs. Mais moi j'ai la faiblesse de croire, j'en parlais avec Berger, j'en parlais avec Martinez et quelques autres, que fondamentalement, le revenu universel est une chance aussi pour la négociation professionnelle ou la négociation dans l'entreprise et une chance pour les syndicats. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, moi, je parle d'un revenu universel de la naissance jusqu'à la mort. Mais oui, aujourd'hui, le revenu universel, s'il était versé à 500 €, il ne suffirait pas. Mais en l'occurrence, en l'espèce, moi, je propose que ce soit 300 € dès la naissance par enfant. Répartis comment ? 200 € en remplacement des allocations familiales par enfant. 200 € à chaque enfant qui vont pour l'éducation des enfants. 100 € qui restent et qui vont sur un compte en banque, géré par la Caisse des dépôts, qui sais-je encore, constituer un capital d'émancipation disponible pour le jeune adulte à 18 ans au moment où il rentre dans la vie qui va être celle d'un adulte, c'est-à-dire peut-être qu'il travaillera, peut-être qu'il continuera ses études. En clair, on comble un trou aberrant dans la raquette de notre système de protection sociale. C'est que nous réservons les minima sociaux aux plus de 25 ans. On est un jeune adulte à 18 ans en droit de voter, mais on n'a pas le droit aux minima sociaux auxquels tout le monde a le droit à partir de 25 ans. Pourquoi 25 ans ? Pourquoi 25 ans ? Mais pour faire des économies, mesdames et messieurs, au nom d'une conception morale de ce qu'est l'intégration sur le marché du travail. Il ne faudrait pas qu'on habitue ces jeunes gens à ne pas travailler. Toujours la même chose. Et en réalité, on continue à faire des économies, Denis Clare l'a très bien dit, même dans le fonctionnement de nos minima sociaux aujourd'hui. Parce qu'on pouvait très bien réparer ce qui avait été, finalement, non pas la faute, parce que Michel Rocard crée le RMI, puis ensuite on améliore plus ou moins ces minima sociaux. Mais honnêtement, la lacune de ce dispositif, c'est de n'avoir pas rendu ce dispositif automatique. Et pourquoi est-ce qu'on ne le rend pas automatique ? Moi, j'ai passé 2 ans et demi à Bercy, je vous le dis, vous le connaissez, vous savez aussi bien que moi, parce qu'on fait une belle économie sur le dos des pauvres. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait pour les 18-25 ans ? Parce qu'on fait encore une belle économie en ne le distribuant pas automatiquement dès 18 ans à des jeunes qui ne réuniraient pas, de manière autonome, le minimum pour vivre. Donc, le revenu universel versé dès la naissance jusqu'à 18 ans, il permet aussi de constituer un capital d'émancipation. Et je vais même vous dire, moi, je pense que si je devais changer quelque chose à ce que j'avais défendu en 2017, c'est la chronologie du revenu universel tel que je l'avais proposé. On avait beaucoup bossé avec Thomas Piketty sur comment on fait pour garder une mesure universelle immédiate et une mesure de pouvoir d'achat. Et on s'est trompé en faisant ça, je pense, politiquement. Je pense qu'il aurait fallu faire différemment, et c'est ce que j'essaye de développer depuis, en commençant par les 18-25, en créant ensuite le revenu universel de 0 à 18 ans pour que le capital d'émancipation soit créé, et ensuite en le généralisant. Il y a évidemment des questions vertigineuses de fiscalité qui sont posées. Moi, je ne les esquive pas. Et Denis Clare et Anne Hédoux les posent. D'ailleurs, Valérie ne les esquive pas davantage. Mais là aussi, par pitié, moi, je n'ai jamais dit une seule fois que le revenu universel était finançable à impôt constant. C'est impossible. Et là, vous avez raison. À fiscalité constante, autant merci, au revoir, séparons-nous, ça n'existe pas. Mais ayons là aussi un peu de créativité pour rétablir un peu de justice fiscale. Qu'est-ce qui est extrêmement mal fiscalisé aujourd'hui ? Le patrimoine dans ce pays. 11 000 milliards d'euros. Avec Thomas, on avait repris son idée d'un impôt sur les actifs nets qui soit progressif. Ça dégage de la recette et des ressources supplémentaires. De la même manière, on avait beaucoup moqué ma proposition de dire qu'il n'était pas normal que l'assiette des cotisations sociales dans une entreprise soit assise seulement sur le nombre d'emplois et de salaires et qu'elle ne tienne pas compte de la valeur ajoutée, c'est du chiffre d'affaires, du résultat réel de l'entreprise qui peut être, lui, lié au fait qu'on ait complètement automatisé un magasin, dégagé les salariés, économisé leurs salaires, économisé les cotisations sociales qui vont financer la protection sociale, mais qu'on est toujours aussi riche à la fin. Riche
et encore plus riches de ne pas payer de cotisations sociales. Donc là encore, on a des pistes. Moi, je ne dis pas que ça comble. Ça ne fait pas et je le signe tout de suite, ça ne fait pas les 500 milliards immédiatement. Mais la sécurité sociale, telle qu'on la vit, s'est construite en combien de temps? Protectrice comme elle l'est. Pardon. Près de 80, là, maintenant, années. Très vite, dans les années 50, les débats au Parlement notent que le poids de la sécurité sociale dans les dépenses de la nation s'élève à 11% du PIB. Et on s'en alarme. Mais 300 milliards, c'est pour ne prendre que l'hypothèse Basquiat-Koenig, qui n'est pas la mienne. Moi, je ne suis pas sur leur ligne de l'impôt négatif, que ce soit clair. Mais 300 milliards, c'est quoi aujourd'hui le PIB de la France? 2800. 3000 quasiment. Donc c'est 10% du PIB. Donc je veux dire, alors, je ne dis pas que c'est simple, cette marche, elle est haute, elle est très haute. Mais attention à ne pas nous-mêmes intégrer qu'il faille sauter la marche d'un coup, là où il n'y a pas un seul partisan du revenu universel, en tout cas, dans ce que je croise, qui pense que c'est du jour au lendemain qu'on va créer un revenu universel. Oui, il y a une marche vers le revenu universel qui passe par plusieurs étapes, et des étapes qui sont discutables, comme le montant, mais visons quand même l'objectif. Parce que sinon, moi, je vous demande, si nous n'avons pas cette marche-là, en tout cas cette proposition-là en termes d'émancipation, en matière d'égalité, de démocratie, qu'est-ce qu'on met en face? Qu'est-ce qu'on met en face? L'augmentation des salaires? Qui la décrète, l'augmentation des salaires? L'augmentation du SMIC? Moi, j'observe que ceux qui me disent « Oui, il faut défendre la valeur travail », ils n'ont pas augmenté pendant 10 ans, le SMIC. Qu'est-ce qu'on met en face? Merci beaucoup. Je crois que la parole revient naturellement à Denis Clerc. Oui, j'aime bien entendre Benoît Hamon, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ce qui m'inquiète, ce n'est pas de l'entendre, c'est de voir son utopie se réaliser. Très franchement, alors, je voudrais simplement dire à propos de Marc de Basquiat, j'ai travaillé avec Marc de Basquiat, c'est moi qui l'ai, je ne veux pas dire contraint, mais convaincu. Je l'ai convaincu de faire en sorte que l'impôt sur le revenu qu'il avait modélisé ne soit pas ce qu'on appelle une flat tax, c'est-à-dire tout le monde paye la même proportion de son revenu en impôt, mais que ce soit un impôt progressif. C'est l'impôt progressif par excellence, c'est la démocratie dans l'impôt. Ceux qui ont plus de moyens payent plus, proportionnellement plus que ceux qui en ont moins. Bon, Marc se défendait en disant « mais je vais faire un revenu par personne adulte ». Sauf que actuellement, dans les ménages en situation de pauvreté, 45% d'entre eux sont constitués soit de ménages d'une personne isolée, soit de familles monoparentales, ce dont a parlé Anne tout à l'heure. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, qui font que si on passait au revenu universel, et un revenu universel même de l'ordre de 500 €, ce qui, à mon avis, est indécent, le financement de ce revenu ne serait pas assurable sans suppression de toute une catégorie de prestations sociales. Il faut être clair. Aujourd'hui, les prestations sociales sont... il a raison, Benoît, de dire qu'il y a tout plein de trous dans la raquette, mais au moins, elles sont ciblées sur des cas, sur des personnes, alors que le revenu universel, en essayant de dire on va asperger tout le monde de la même manière, va rendre un certain nombre de situations bien plus pénibles après qu'avant. Bon. Alors, je vais simplement souligner une chose, c'est que
si on faisait le revenu universel, non seulement il risquerait d'y avoir une suppression d'un certain nombre de prestations sociales de type retraite, de type sécurité sociale au bénéfice de fonds de pension, par exemple, ou alors d'autres choses. Marc de Basquiat prétend, enfin, il a sans doute raison sur le fond, mais que les prestations sociales ne seraient pas éliminé. En tout cas, il en resterait suffisamment. Moi, je ne le crois pas. Je crois que c'est un produit, le revenu universel, c'est quelque chose qui n'est finançable qu'en éliminant toute une série de prestations sociales ou en réduisant le montant de prestations sociales existantes. Voilà. Alors, je vais terminer sur un point qui me paraît extrêmement important, qui est que lorsque on finance quelque chose, c'est pas à propos du PIB, du produit intérieur brut, qu'il faut regarder. Le produit intérieur brut en France, c'est de l'ordre de 2300 milliards annuels. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le revenu net des ménages. Ce revenu net des ménages, il est de 1600 milliards. Si vous augmentez de 450 milliards le montant des impôts pour faire en sorte que ce soit finançable, vous ne pourrez pas ne pas supprimer au moins autant de prestations sociales. Et je crois que malgré toutes les critiques que l'on peut faire sur la protection sociale, elle a plus de mérite qu'on ne lui en accorde, parce qu'elle s'adapte aux trous les plus... mais les trous sont bouchés petit à petit. On est en train de boucher le trou des moins de 25 ans. Peut-être mal, peut-être pas bien, mais ça vaut mieux que de se lancer dans l'inconnu. Et je vais terminer cette analyse en disant que, effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Benoît tout à l'heure, la mise en place d'un revenu universel n'entraînerait pas une baisse du nombre de personnes souhaitant travailler. Ça a été fait au Canada. Il y a eu une expérience dans les années 70, donc c'est très vieux maintenant, Income to the Millennium, qui montrait que 1% seulement des hommes avaient cessé de travailler lorsqu'ils avaient touché l'allocation dite universelle, mais c'était une expérimentation sur 2500 personnes dans une petite ville, et 5% des femmes avaient cessé de travailler. Bon, donc effectivement, éliminons cette critique qui paraît souvent, les gens ne viendraient plus travailler, ils se contenteraient du minimum. Et retenons ce qui est, me semble-t-il, l'essentiel. On sacrifierait une société à protection sociale à une société où tout le monde touche la même chose et où, en haut de l'échelle, quelqu'un comme la plus grande fortune de France gagne chaque année 15 milliards d'euros, alors qu'aujourd'hui, plus de 4 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté à 500 euros. Donc, il y a un vrai problème. Non, en dessous du seuil de pauvreté à 650 euros, excusez-moi. Donc, on a un problème qui est de réduire les inégalités avant de passer au revenu universel. Le jour où tout le monde sera sur le même, le même pied, pardonnez-moi, lorsque tout le monde sera sur le même pied, on pourra peut-être passer au revenu universel. Mais aujourd'hui, l'ampleur des inégalités est telle que je parie n'importe quoi contre ma chemise, que ce sera un désastre pour les personnes les moins favorisées de notre société. Alors, on doit passer aux questions de la salle, mais avant ça, Valérie Petit, vous avez droit à 30 secondes
de bonus. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je pense que vous aviez un peu moins de temps que les autres. Enfin, oui, d'abord, redire que moi, m'engage pour le revenu universel, non pas à partir du moment où il n'y aura plus d'inégalité, mais parce que je ne veux qu'il n'y en ait plus, que ce soit très, très, très clair dans l'esprit de chacun. Et je le redis, notre système de protection sociale laisse beaucoup de Français sur le bord de la route. Entre 18 et 25 ans, c'est une évidence. Et je le redis, notre bureaucratie, notre système d'administration des aides sociales crée des inégalités. C'est une évidence. Plein de gens doivent attendre trop longtemps, faire trop de démarches, sont découragés. Donc je pense qu'on doit aussi questionner, en effet, la simplicité des aides sociales. Moi, le revenu, c'est aussi un combat. Moi, je lutte aussi en parallèle contre le burn-out administratif. Parce que je vois les effets de l'épuisement administratif sur la perte de droits, sur la perte de projets dans la vie des gens au quotidien. Le revenu, c'est aussi un choc de simplification. Donc ça, je voulais dire ensuite que pourquoi ça n'est pas utopique? Parce que, comme l'a très bien expliqué Benoît Hamon, on peut faire les choses progressivement. Moi, ce que je propose, c'est déjà dans un premier temps, maintenant qu'on peut donner toutes les données sociales, on peut les mettre, par exemple, à Bercy pour calculer les prestations actuelles, on peut les transformer grâce au flux de données en un calcul simple pour les Français. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Avec le prélèvement à la source, on peut maintenant faire le calcul au mois et verser au mois le revenu universel. On n'avait pas cette opportunité-là. Il va falloir avant, conclure. Donc techniquement, on peut le faire progressivement. C'est tout à fait faisable, pas utopique. Merci beaucoup. Alors, c'est à vous. C'est le tour des questions de la salle. Alors, je vous demande de peut-être soit vous lever ou au moins de parler bien fort et je vais devoir répéter votre question. Je voulais simplement dire que le revenu universel permettrait à des jeunes qui sortent des ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui ont 18 ans, d'éviter que 40% de ces jeunes soient des SDF. Merci, madame. Donc, c'est une contribution au débat. Vous estimez que ça permettrait à beaucoup de jeunes qui sortent des centres d'aide sociale à l'enfance de ne pas finir dans la rue. Ils font partie des trous dans la raquette. Et il y en a beaucoup. Merci, madame. Monsieur? Oui, moi je voulais demander à M. Clerc ce qu'il a dit. On comble les trous pour les 18-25 ans. Il y avait une promesse d'un autre homme politique qui était zéro SDF. C'est difficilement tenable. Mais du coup, en quoi depuis 20 ans, on comble les trous des 18-25 ans et en quoi on ne pourrait pas mettre en place un revenu universel déjà pour les 18-25 ans? Alors, je répète la question en fait pour l'enregistrement. Denis Clerc, en quoi depuis quelques années comble-t-on les trous pour les 18-25 ans et pourquoi pas le faire avec un revenu universel? On pourrait le faire avec un revenu universel limité aux jeunes de soit de 18 à 25 ans, soit de 16 à 25 ans, soit de 14 à 25 ans. Tout ça est sur... Mais le vrai problème, c'est qu'à partir du moment où vous saucissonnez, eh ben, c'est plus un revenu universel. Et vous allez avoir la suppression d'un certain nombre d'autres prestations sociales. Ça viendra remplacer les bourses, peut-être. Mais dans ce cas-là, ça signifie qu'un revenu universel, mettons de 500 € à tous les jeunes de 18 à 25 ans, ça va favoriser les jeunes étudiants et défavoriser les jeunes travailleurs. Parce que ils sont au boulot, ou ils en cherchent, ou ils n'ont pas les diplômes. Notre vrai problème, c'est que chaque année, nous mettons sur le marché 100 000 jeunes qui n'ont aucun diplôme, sinon le brevet d'études. Et ça, c'est la raison principale du chômage et de l'exclusion des jeunes. Mieux vaut des services qui vont permettre à ces jeunes de pouvoir combler leurs lacunes plutôt que de disperser de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin. Anne voulait peut-être réagir. Alors, oui, peut-être j'ai une nuance par rapport à ce que dit Denis Clerc. Moi, je suis effectivement très sensible à la situation des jeunes précaires. Notamment, vous avez parlé des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance ou les jeunes majeurs, anciens mineurs non accompagnés. Là, effectivement, c'est des jeunes qui ont souvent eu des parcours chaotiques. Et finalement, quand on regarde ce que font les travailleurs sociaux, ils n'ont pas d'autre solution que de les presser
vers un stage, vers une formation sans deuxième chance. C'est-à-dire que si le jeune se rend compte que la formation qu'il a suivie ou que son stage, c'est pas sa voie, en fait, il n'y a rien d'autre. Il faut qu'il travaille tout de suite. Donc là, effectivement, on est dans la dimension la plus cruelle des trous dans la raquette. Et je pense que de manière générale, il y a un trou pour les 18-25 ans. C'est-à-dire que jusqu'à 18 ans, en principe, on est pris en charge d'une manière ou d'une autre. Et entre 18 et 25 ans, il y a quand même beaucoup de jeunes précaires, pas forcément sortant de l'aide sociale à l'enfance, mais pour lesquels il s'agit d'enchaîner des dispositifs qui sont de courte durée et qui ont du mal à les amener jusqu'aux 25 ans. Et c'est vrai que voilà, la proposition d'un RSA pour les jeunes, ça me semble intéressant. Maintenant, ça pose plein de questions parce que ça va aussi bousculer la manière dont est conçu le RSA qui est familialisé. Et quand on le met en place, si on le met en place pour des jeunes, ça veut dire sortir les jeunes de la dépendance des parents et se poser la question de savoir si on laisse pour les jeunes une dépendance vis-à-vis du couple, ce qui est aussi une question problématique. Alors, juste une chose, là, on n'est pas sur des questions de revenu universel. On est sur des questions d'étendre la garantie de revenu pour les jeunes. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, Benoît Hamon, vous dites... finalement, le revenu universel, on est sur un horizon lointain qui va se faire étape par étape. Mais je veux dire, quelque part, il y a un principe de réalité. Benoît Hamon, candidat à la primaire, avait une proposition très vaste, très généreuse. Et quand il devient présidentiable, on a une proposition qui est très intéressante aussi, mais qui est plutôt une proposition d'un RSA qui va combler les trous dans la raquette, qui va être un RSA pour les jeunes, qui est peut-être conçu comme une première étape. Voilà, à laquelle je suis favorable. C'est-à-dire que, voilà... Merci. Je vais peut-être vous laisser répondre, puis vous voulez réagir à la question. Et après, on passe aux autres questions. Pas du tout. Pas trop long. Je ne sais pas où... Pas trop long. Et je dis une chose pareille. En fait, il y a deux débats. Il y a le débat sur les minima sociaux. J'ai un avis sur le débat sur les minima sociaux. Je pense qu'il faut qu'il soit automatisé et étendu aux 18-25 ans. Mais ça reste un débat qui n'a rien à voir, pardon de le dire, avec le revenu universel. Alors, on pourrait imaginer que le revenu universel résoudrait une partie du débat sur les minima sociaux étendus aux jeunes et automatisés, mais bien d'autres problèmes. Mais confondons pas les deux débats. Et bon, moi, j'ai défendu effectivement le principe d'un revenu universel large. À l'élection présidentielle, j'ai proposé une première étape sous la forme d'un dispositif qu'on avait imaginé avec Thomas Piketty, qui était dans les faits, dans la première étape, de créer, c'est ça que je remets en cause aujourd'hui, et je pense qu'il faudrait revenir sur une chronologie plus simple, un revenu universel qui était fonction du revenu et donc qui perdait son caractère inconditionnel. Et donc, je pense qu'on a perdu et ceux qui croyaient au revenu universel dans sa version initiale et ceux qui, de toute façon, ne jugeaient pas crédible une disposition comme celle-là, l'ont pas trouvé plus crédible parce qu'on avait inventé un mécanisme un peu différent. Donc moi, je maintiens qu'il n'y a pas le moment où on pose une idée qui est belle et derrière une chronologie qui finalement revient à la question des minima sociaux. Je pense que ce sont deux discussions très différentes. N'empêche que il y a quelque chose qui m'a un peu échappé dans le raisonnement de Denis. L'instrument par lequel la justice s'exerce et par lequel l'État met en place la justice sociale, c'est la fiscalité. On dit le revenu universel, il y a des gens qui ont déjà beaucoup d'argent qui vont le recevoir. Mais à côté de la création du revenu universel, il y a un système fiscal qui va évidemment prendre à celui qui a beaucoup et qui recevrait le revenu universel en plus, évidemment beaucoup plus que l'équivalent de ce revenu universel. En réalité, le riche ne va jamais recevoir le revenu universel puisque dans la réforme de l'impôt sur le revenu ou du patrimoine, la contribution qu'il va payer au financement du revenu universel est bien supérieure au montant théorique du revenu qu'il recevra. S'il n'avait plus rien, il aurait toujours le revenu universel. Mais dans les faits, ils ne le verraient pas. Prenons Pinault ou Arnaud, ils n'auraient pas 1 million plus par mois, plus 750, peut-être plus 750. C'est pas comme ça. Net d'impôts, effectivement, objectivement, leur revenu baisserait. Leur revenu disponible net d'impôts baisserait.
Donc avec la mise en place du revenu universel. Donc l'instrument par lequel on met en place la justice, c'est l'impôt. Il ne faut pas dire que finalement on créerait le revenu universel une fois que tout le monde serait sur le même pied d'égalité. Bon, parce que d'abord je ne sais pas ce que ça veut dire le même pied d'égalité à ce moment-là. Ça veut dire qu'on gagne tous la même chose. Donc voilà, il y a l'impôt, et l'impôt, on l'a pensé comme cela, en tout cas en France, pour qu'il soit progressif, si possible, et qu'il soit un instrument de justice sociale. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut penser, me semble-t-il, la réforme de la fiscalité nécessaire ou indispensable même pour financer le revenu universel. Merci beaucoup. Alors Valérie Petit, je vous laisse répondre, et puis après j'ai vu 2 questions. Voilà, il y en a 3 maintenant. Je laisse... Ouais. Donc, que faites-vous par rapport à la collecte des impôts, la fuite des entreprises et effectivement la mondialisation? Merci beaucoup, madame. Je vais résumer votre question. Alors, vous nous demandez très justement, finalement, comment assurer les rentrées fiscales. Ça, c'était pas de la politique. Comment assurer les rentrées fiscales pour financer le revenu universel. Je vous taquine. C'est juste pour vous taquiner. Ça suffit le mansplaining. Moi, je suis plus candidat. Donc, pour résumer votre question, vous demandez comment assurer les rentrées fiscales pour financer le revenu universel. Je résume à grands traits. Je vais la poser à Valérie Petit. Cadeau. Je ne sais pas si c'est ironique, mais par défaut, je souris. Non, alors j'ai pas réponse à tout parce que en fait, Laetitia me demande d'être courte. Je veux redire à côté de Benoît Hamon que la première réforme, le revenu universel, c'est une réforme fiscale avec un but social, voire humaniste. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu, et que c'est un enjeu de démocratie parce que, oui, il y a une réforme profonde, à la fois une simplification du système fiscal et une réforme pour plus de justice qui doit être faite et débattue de façon démocratique. Je le redis, c'est ce que moi j'ai fait voter il y a 1 an à l'Assemblée. Il y a évidemment des progrès à faire sur la lutte contre la fraude fiscale, sur nous aussi notre efficacité à collecter l'impôt. J'ai quand même l'impression qu'avec le prélèvement à la source, on va un peu dans le bon sens, mais vous avez raison, beaucoup reste à faire. Je suis en bonne et affreuse libérale identifiée à cette table, partisane d'une bien meilleure gestion, y compris des finances publiques, aussi dans ce sens de l'efficience. Là, je veux juste ajouter une phrase pour répondre aux autres questions. Je vais le répéter, mais le revenu universel, c'est une mesure qui vise à, d'abord, comme l'a très bien dit Benoît Hamon, c'est une mesure pour donner du pouvoir, des droits, et y compris pouvoir politique aux citoyens. Moi, je l'ai appelé socle citoyen, parce que pour moi, c'est un combat pour les droits et pour restaurer le pouvoir, en effet, de négociation, que ce soit dans le couple ou dans l'entreprise, à un certain nombre de Français. Donc, c'est d'abord un combat sur les droits et un combat contre la pauvreté. Ne mélangeons pas tout. Je ne pense pas, moi, qu'il faille mélanger les politiques publiques sur le revenu universel, la pauvreté, les droits, et celles sur l'emploi, la formation.
Pourquoi les lier indéfectiblement? On peut vouloir les deux. Assurer la dignité à chacun, c'est le rôle du revenu universel, et ensuite avoir des politiques publiques sur l'activité, sur comment on accompagne chaque Français pour trouver sa place dans la société. Mais pourquoi les lier? Pourquoi les lier? Ce sont deux objectifs qu'on peut se fixer. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Merci beaucoup. Alors, monsieur au fond de la salle, qui lève la main depuis un moment. Pardon. Merci. C'est bon. On parle d'utopie, et je suis d'accord, on en a vraiment besoin, mais je trouve qu'avec le revenu universel, on reste un peu au milieu du gué par rapport au salaire à vie dont parle Bernard Friot. Et voilà, c'est un peu la question. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle différence vous voyez avec tout ça? Merci beaucoup. Alors, vous posez la question du salaire à vie de Bernard Friot et comment il se, finalement, si je vous comprends bien, qui serait quand même une proposition encore supérieure à celle du revenu universel. Alors, Denis Claire ou Benoît Hamon? D'accord. Merci madame. Alors oui, je précise, intéressant. Donc là, Bernard Friot propose un salaire à vie donc de 1 300 € minimum et un plafonnement des salaires à 5 000 €. Si je ne fais pas d'erreur. Alors, Benoît Hamon, Denis Claire, Anne. Je ne connais pas assez précisément la proposition de Bernard Friot, même si j'ai déjà parlé avec lui. Voilà, donc on n'est pas tout à fait d'accord. Pour moi, il y a un problème qui ressemble un peu à celui du revenu universel. C'est la question de, finalement, si c'est un salaire, comment on organise l'emploi qui va avec ça. C'est-à-dire que pour Friot, il y a un peu un salaire qui est attaché à la qualification de la personne et qu'il suit toute la vie. Mais bon, voilà. Pour moi, ni le revenu universel, ni le salaire à vie ne sont des solutions universelles. Quand tout à l'heure, je vais le réveiller parce qu'il est en train de bavarder comme un mauvais élève. C'est ma faute. Quand tout à l'heure, Benoît Hamon a dit finalement, on va donner un revenu universel et puis ça redonnera du pouvoir pour négocier sur les salaires. Moi, je pense que finalement, dans un programme gouvernemental, on peut aussi décider d'augmenter les salaires. Un gouvernement, il a les leviers sur deux types de salaires, sur ceux des fonctionnaires. Donc, voilà, dans les aides-soignantes, il y a aussi des fonctionnaires. Et puis, il a aussi un levier sur le salaire minimum. Et puis, il peut impulser des négociations. Voilà. Donc, il y a quand même des leviers sur les salaires. Et je pense que ça me fait penser aux revendications des Gilets jaunes, où d'abord, Emmanuel Macron leur a dit on va augmenter le SMIC, et puis finalement c'était pas le SMIC qui était augmenté, c'était la prime d'activité. C'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que voilà, les gens à la fois ils veulent travailler, ils veulent avoir un emploi, ils veulent être utiles, mais ils veulent aussi que leur travail soit reconnu. Et donc il y a eu par exemple pendant la crise sanitaire une lutte des femmes de chambre qui a abouti à une revalorisation. Donc, voilà, tout ça, c'est très important. Et la question de la reconnaissance du travail sous la forme d'un salaire, ça me paraît tout à fait essentiel. Que les métiers dévalorisés, qui sont souvent les métiers à prédominance féminine, que ces métiers soient reconnus, qu'on ait des outils pour, y compris pour comparer les emplois. Enfin, ça, c'est des travaux qui existent. Il y a des économistes comme Rachel Silvera ou Séverine Lemierre qui travaillent à ça. Il y a eu un rapport du Défenseur des droits. Il y a des préconisations du Bureau international du travail.
Il existe des outils pour revaloriser les métiers dévalorisés, dont on a vu pendant la crise sanitaire que c'est des métiers utiles, essentiels, et qu'il y a un décalage entre leur rémunération et leur utilité pour la société. Il y a aussi des pays où ces métiers sont bien mieux payés, comme les pays du nord de l'Europe, où il n'y a pas un décrochage entre les salaires de ces métiers et les autres salaires. Alors, madame, vous avez déjà parlé, donc je vais peut-être privilégier une autre question. Je suis désolée. Alors, je vois deux mains, là. Oui, madame ? Pardon, je vous ai... Considère que nous parlons de l'amélioration des droits dans une toute petite partie de la planète. L'ensemble de l'Union européenne, c'est 7% de la population mondiale, ça veut dire que 93% des humains aujourd'hui vivent en dehors de l'Europe, et pratiquement la moitié, grosso modo, des dépenses de santé. Vous avez des pays, et ils sont très nombreux, où il n'y a pas du tout de trou dans la raquette parce qu'il n'y a pas de raquette. Tout simplement, et j'en connais par mon métier. Alors, si vous créez tout ce que nous avons fait depuis en gros la Deuxième Guerre mondiale, et je suis évidemment, je rends hommage à ça, les gens se sont battus pendant des générations pour ça, a consisté à améliorer les droits et les droits sociaux des gens. Ça n'a été fait qu'au prix de nombreuses batailles. Ce n'est pas Benoît Hamon qui va évidemment me contredire là-dessus. Vous avez, sur des grandes parties de la planète, vous n'avez aucun droit. C'est pour ça que les gens continuent à faire des enfants, parce que les enfants, il n'y a pas de retraite, par exemple. Le fait qu'en France, il y ait une retraite à 60 ans, je peux vous assurer que c'est surréaliste. Mais alors, pardonnez-moi, mais quelle est votre question ? Alors, la question, c'est est-ce que ce débat peut avoir lieu dans un cadre plus global ou seulement à l'échelle de la France ? Chut, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur l'appel d'air que l'amélioration des droits a créé, particulièrement en Europe, même aux États-Unis, ce n'est pas les droits sociaux. Très bien. Merci beaucoup. C'est une question vraiment très intéressante. Donc, je la résume. Vous demandez dans quelle mesure ce débat peut se faire au niveau international et pas seulement national, parce que ça peut avoir des effets pervers, en fait, de ne l'avoir qu'au niveau national. J'espère que je résume bien votre question. Denis Clair, Benoît Hamon. Pardon. Benoît Hamon, allez-y. Juste deux mots. D'abord, pour reprendre la proposition de Friot. La force de la proposition de Friot, et ce qui fait que, d'ailleurs, il dit c'est mieux ce que je propose parce que le revenu universel, c'est qu'il propose pour financer le salaire universel une socialisation intégrale de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la sortie du capitalisme. Et le reproche qu'il fait au revenu universel, c'est qu'il dit c'est un système qui fonctionne, qui peut marcher dans le système capitaliste, lui faisant ce reproche, que je l'entends, même si le revenu universel, vous l'aurez compris, c'est une des raisons de la critique d'ailleurs qui a été formulée à l'instant par deux de ses, non pas de ses adversaires, parce que c'est pas ça, mais de ceux qui posent des critiques du revenu universel, c'est de dire aujourd'hui, mais bon, la redistribution de la richesse que ça suppose, le financement que ça suppose, la marche est trop haute. Donc c'est quand même pas non plus le revenu universel. Je ne crois pas que le monde capitaliste soit à faire des pétitions pour qu'on mette en place le revenu universel, il me semble. Donc, mais c'est vrai que la force de la proposition de Friot, est celle-là, c'est que c'est la socialisation intégrale de la valeur ajoutée, donc c'est la sortie du système capitaliste. Bon, alors, je ne rentre pas dans le débat là, mais il me semble en tout cas intéressant qu'on le poursuive. Sur ce que vous avez dit, madame, ce qui est intéressant, c'est qu'à la faveur ou la défaveur de la crise Covid, il y a eu des propositions, notamment celle du PNUD, qui était la proposition d'un revenu, alors il n'était pas universel, mais il s'adressait quand même à près de 3 milliards de personnes sur la planète, en considérant qu'il fallait prendre acte du fait que les personnes étaient empêchées d'aller au travail, d'avoir un emploi, et qu'en conséquence de quoi elles n'avaient plus les moyens de survivre, et qu'il fallait financer, c'était la proposition d'ailleurs du PNUD, par l'annulation de la dette des pays les plus modestes,
l'équivalent d'un revenu de substitution revenu universel qui aurait été versé de façon transitoire à 3 milliards de personnes sur Terre. C'est intéressant parce que c'était la première formulation dans un moment très concret, ce que nous avons vécu, d'une solution qui se rapproche de cette idée de revenu universel, davantage dans une solution de minimum pour vivre, de revenu de subsistance, mais avec une vocation mondiale. L'autre proposition qui s'en rapproche et qui est européenne, cette fois-ci, c'est quand le débat européen s'est ouvert au débat sur quantitative easing for people, c'est-à-dire une politique de création monétaire qui aurait aidé à créer finalement une sorte de socle européen d'un revenu universel. Tout le monde aurait eu, par une politique de création monétaire de la Banque Centrale Européenne, tout le monde en Europe aurait eu l'équivalent de 60 €, libre à vous de raccrocher dessus un revenu universel financé par les budgets nationaux, ou en l'occurrence par la redistribution à l'intérieur des nations, et pas par les budgets. On ne fait pas du déficit public quand on fait le revenu universel, on redistribue la richesse. On la prend à un endroit, on l'emmène à un autre, ce qui n'est pas de remettre en cause les dépenses de l'État pour financer les services publics, les missions régaliennes, etc. Donc il y a eu aussi cette proposition-là. Ce que je veux dire, c'est que l'idéal serait que tout le monde se pose la question d'un revenu universel à peu près en même moment et engage cela. Il est indiscutable qu'il y a encore des pays, même extrêmement riches. Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec le Obamacare et les débats sur la protection sociale, ou encore aujourd'hui, si vous voulez vous faire soigner les dents, il faut sortir un chèque de 5 000 $ pour pouvoir vous faire poser un implant ou une couronne sans être remboursé. Donc on est aujourd'hui encore, même dans des pays riches, avec des retards par rapport à notre niveau de protection sociale, tout aussi fragile soit-il, des retards qui sont considérables. Donc réjouissons-nous de l'héritage du Conseil national de la résistance, de ce qu'en ont fait les gouvernements qui sont passés après, du fait qu'on ait un système de protection sociale qui, même s'il est loin d'être parfait et présente des signes de fragilité réelle, et je pense à la réforme de l'assurance chômage en particulier, quand même reste un instrument puissant de réduction des inégalités. Pas suffisant, mais puissant. Mais ce que je veux dire, c'est que ma conviction dans ce domaine, par rapport à la question de madame, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'attendre. Si on attend, alors là, il n'y aura pas. Et il faut commencer. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à servir, ou en tout cas à faire à nouveau de la France un pays qui devient une référence pour son modèle social. Parce que je ne crois plus que nous le soyons autant que cela. Ou en tout cas de moins en moins, hélas, et que d'abord beaucoup de Français vont hors de France en faire beaucoup de reproches sur notre système de protection sociale, mais sont contents ensuite d'être couverts et d'avoir l'hôpital gratuit, et ils reviennent chez nous pour se faire soigner quand ils sont malades, mais et que cette publicité... Et il y a eu quand même beaucoup de critiques sur notre modèle social. Alors moi je pense qu'il est bon, pas assez bon, et qu'il faut surtout retrouver les voies d'un récit émancipateur. C'est le dernier mot, moi je dirais, après je ne dirai pas plus. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui dans le débat public qui donne envie de se lever et se dire il y a quand même une belle perspective. Autour de la question du climat, et dans une version qui est d'une société plus sobre, plus harmonieuse avec le vivant, on trouve des formes de raison d'espérer. Mais je crois fondamentalement que sur la question sociale et la question démocratique, je les lis, le revenu universel, prenons le temps d'y réfléchir, mais peut-être le moyen que les Français, d'ailleurs, vous voyez, Valérie Petit et moi, je ne sais pas si on a voté une seule fois la même chose. Peut-être. Non, mais pour les candidats. Ouais, on n'est pas du même bord. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on chemine. Et comme pour la sécurité sociale, il faudra un moment que la nation se retrouve autour de l'objectif d'améliorer le sort du plus grand nombre. Et ça ne pourra pas appartenir qu'à une famille politique. Ça peut être la proposition d'une famille politique, mais elle devra réunir plus large qu'elle. Alors, on va devoir conclure. Je vous laisse ajouter 20 secondes et puis je donnerai le même temps. Je veux juste redire avec le même enthousiasme que mon voisin que quand j'ai défendu le socle citoyen à la tribune, j'ai dit que c'était une mesure d'union nationale, du niveau d'audace qu'on avait eu en 1945 avec la réforme de la sécurité sociale. Et je veux redire aussi à quel point elle est républicaine. Vraiment. C'est de donner à chaque individu vraiment des moyens de faire son chemin dans la vie
et de s'émanciper, de conquérir sa liberté. On est dans un moment de notre histoire où la République s'affaiblit, où on perd le goût des libertés. Le revenu universel, c'est aussi une proposition puissante parce que c'est une mesure de liberté et profondément républicaine dans ce qu'il y avait de plus audacieux, de plus noble et de plus émancipateur dans la République. Aujourd'hui, on ne parle de la République que par défaut, de façon défensive. Moi, je crois que le revenu universel, c'est aussi une façon offensive et positive et humaniste de reparler de la République et de ce qui a fait notre force, y compris son ambition sociale. Merci beaucoup. Denis Clerc, vous voulez ajouter un mot de conclusion ? Oui, j'ai commencé mon intervention sur le revenu universel en disant qu'il n'avait pas que des fautes, mais également des mérites. Et peut-être que cette utopie doit être creusée davantage. Mais il me semble qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est la notion de service public notamment, qu'il va falloir mettre en œuvre d'une manière beaucoup plus importante. Et c'est la réduction des inégalités par la fiscalité, mais aussi par l'éducation, par les diplômes, par toute une série de choses. On a mentionné le cas des jeunes de l'ASE qui arrivaient à 18 ans et qui devaient se débrouiller par leurs moyens qui étaient très faibles. Donc, il y a énormément de choses à faire. Mettons d'abord nos ressources en commun, nos capacités d'égalité ou nos désirs d'égalité en commun sur ces objectifs concrets plutôt que sur quelque chose qui, aujourd'hui encore, n'est qu'une utopie. Merci beaucoup. Anne, quelques mots pour conclure. Alors, deux mots. Je pense que le revenu universel, c'est une solution qui est faussement simple, qui peut pas régler l'ensemble des problèmes, y compris le problème de l'émancipation. Si on prend les femmes, par exemple, dans l'histoire de l'émancipation, il y a aussi le travail, il y a l'emploi. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important. Je pense que pour émanciper, il y a la question des services publics, il y a la question de l'emploi et la question des revenus. Ça fait partie des dimensions qui sont nécessaires à la vie et à une vie libre. Donc le revenu, l'emploi, les services publics, tout ce qui permet la vie en société. Voilà. Donc. Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, on va refaire notre sondage. Donc, qui est pour le revenu universel maintenant ? Il y en a un peu plus. Bon, merci beaucoup. Merci pour votre attention. Vraiment, c'était un public exceptionnel. Et on termine avec une citation de Coluche. À la télé, ils disent tous les jours, il y a 3 millions de personnes qui veulent du travail. C'est pas vrai, de l'argent leur suffirait. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.